Comment utiliser la contrainte admissible du sol? Dimensionnement d'une semelle en béton armé avec la contrainte admissible du sol. Est-ce que c'est vraiment important de multiplier ou de diviser la contrainte donnée par le laboratoire par 20 afin de faire la conversion des unités? Ou carrément, ce qui est beaucoup plus important à faire, c'est la multiplication. Nous allons voir ensemble avec vous, vous allez comprendre la notion que nous allons traiter ce soir, en utilisant bien sûr les données venant fraîchement de laboratoire. Ok, donc un bâtiment R+4, nous allons voir ensemble avec vous comment dimensionner une semelle en béton armé avec la contrainte admissible du sol. C'est vrai, après avoir effectué des essais au laboratoire, le laboratoire peut vous donner tous les éléments nécessaires, tels que représentés ici. Vous avez premièrement les tables de matière à ce qui concerne les essais effectués. Le laboratoire peut vous donner tout ce qu'il faut. Mais ce qui est beaucoup plus important pour un ingénieur, c'est de maîtriser d'abord l'exploitation. Comment exploiter en fait le rapport des laboratoires. Puisque si par contre que vous n'avez pas de maîtrise à ce qui concerne l'exploitation, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Et voire même les dimensionnements que vous allez faire ne sera pas donc correct. Et donc, nous allons voir ensemble avec vous comment exploiter les contraintes ou la contrainte admissible du sol qu'on a pris au niveau du laboratoire jusqu'à dimensionner une semelle en béton armé. Salut les amis, salut très chers collègues, salut très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations. Je l'ai dit déjà dans mon introduction, nous allons voir ensemble avec vous comment dimensionner une semelle en béton armé avec la contrainte admissible des laboratoires. Voilà, donc la formation que nous allons faire ce soir, nous n'allons pas donc calculer la contrainte par la méthode de laboratoire utilisée par Robot Structural Analysis, mais plutôt nous allons voir d'abord comment analyser donc la note de calcul, disons la note de calcul bien sûr venant des laboratoires, et puis voir comment est-ce que nous allons insérer le résultat trouvé au niveau du laboratoire jusqu'à dimensionner donc la semelle des fondations. Alors déjà, je vous ai montré quelques éléments à ce qui concerne les essais effectués. Regardez, donc vous avez tous les éléments nécessaires. Vous avez même la résistance à la pointe. Ok, donc le laboratoire a fourni tous les éléments. Ok, donc vous avez même la stratification suivant bien sûr les profondeurs de remblai, sol fin noir, sable fin grès. Voilà donc tous les éléments. Ok. Voilà, là vous avez même des photos hein, pour vous montrer comment est-ce qu'on faisait, on prélevait en fait les échantillons. Ok, donc regardez là, c'est vraiment évident. Voilà. Alors, je vais passer un peu rapidement jusqu'à vous montrer d'abord une petite synthèse de résumé à la fin.
Voilà, la conclusion, c'est ce qui est beaucoup plus important pour nous. Avant de revenir ici, je m'en vais d'abord sur le projet. Voilà, le bâtiment est là. Alors, à ce niveau, ce que moi je vais faire, c'est quoi? Je vais prendre directement le lit. Je prends d'abord les lits, puisque j'avais déjà lancé donc les calculs. Je vais premièrement vérifier d'abord donc la semelle la plus chargée. OK? Et pour voir la semelle la plus chargée, c'est simple. Je viens là, je vais prendre effort. Prends d'abord effort. OK. Je vais prendre maintenant extrême globaux. Voilà, donc ça sera suivant la direction de FX, l'effort normal. Voilà, donc je prends seulement le numéro de nœud. C'est le nœud numéro 413. Donc le nœud numéro 413 représente tout simplement la semelle la plus sollicitée. Donc c'est là où, c'est sur ce fil où on a une plus grande sollicitation. Donc je prends le numéro 413, je vais rentrer ici. OK, je rentre là. 413. Non, je vais cliquer au niveau de nœud 413. Je fais Enter. OK, vous allez voir que le nœud sera sélectionné. Regardez, le nœud sélectionné est là. Je vais cliquer sur le numéro de nœud pour me rassurer si réellement c'est le nœud numéro 413. Voilà, c'est le nœud numéro 413. OK, donc c'est déjà sélectionné. Si je clique à vide, c'est désélectionné. Je mets la 413. Enter. C'est devenu en vert, donc c'est sélectionné. Alors, une fois que le nez est sélectionné, je vais passer maintenant au dimensionnement. Et donc, pour passer au dimensionnement, je peux venir là, je prends dimensionnement, ferraillage réel, élément béton armé. Tout comme je viens ici, je vais cliquer sur ces raccourcis. Je retiens le numéro, c'est 413. Voilà, je vais patienter. En attendant, je vais rentrer d'abord au niveau de... Je vais voir un peu la stratification de ce ici. Je sais très bien que première couche, on avait voilà, les sables sélectionnés. Noir. OK, sable sélectionné noir. Voilà, je vais voir un peu quelques éléments ici. Voilà, donc, vous avez les profondeurs ici. Des 0, 0,20. Remblai bois caillou. Sol fin noir. Sable, sol sablonné fin grès. OK. Donc, à 2 mètres, déjà, voilà, là c'est 0. Remblai moins 2. OK, c'est bon. De 0 à 20 mètres. Vous avez dans le remblai vrai caillou. OK. Donc c'est bien déterminé. Voilà, donc je peux rentrer maintenant ici. Je rentre là. Je prends les lits. Confirme les lits. Voilà, je vais chercher maintenant le numéro de nœud 413. Voilà, le nœud numéro 413 est là. Je vais double-cliquer là-dessus. OK, une fois double-cliqué, regardez à quoi ça ressemble. Les dimensions ici, je vais laisser automatique. Comme ça, le robot va prédimensionner pour moi. Je clique sur Phi. Voilà, je laisse la méthode sous poteau voile. Optimisation, je vais prendre homothétique. Bon, il n'y a pas présence de longrine de redressement, donc je laisse comme ça par défaut. J'applique, voilà. Et là, maintenant, c'est bon. Je viens là au niveau de paramètres de l'étage. Bon, fissuration, je vais travailler avec une fissuration peu préjudiciable. Par rapport au milieu, je prends non agressive. Là, je vais prendre option des calculs. Béton, je prends béton 25. Diamètre du garni là, je prends 14. Bon, poids volumique, je vais confirmer 2500. Acier longitudinal, haute adhérence, je vais boycotter barre des 6, 8, 10, 12. Acier transversal, je prends barre des 6 et 8.
armature additionnelle. Je vérifie 6, 8, 10 et 12. Et puis OK. La disposition des ferraillages. Voilà, bon, ici, à ce niveau, ici, bon, déjà, moi, je vais uniformiser. Hein. Je prends donc l'espacement minimal, je prends 12 cm. Max également, je prends 12. Je vais confirmer les dés, puis j'envoie de l'autre côté. OK, donc par rapport aux mailles, je vais avoir des mailles ayant la forme carrée. Voilà, ici maintenant, est-ce que vous voulez avoir aussi les aciers supérieurs? Bon, je prends ça automatique. Bon, je peux mettre automatique, tout comme je prends oui pour avoir les dés. Bon, moi je mets automatique. Je vais voir d'abord ce qu'il va me proposer. Puis ici, je prends ça. Barre d'attente. Donc si je prends le diamètre 14 mm multiplié par 5, donc je vais prendre 0,80. OK, là c'est bon. Type de crochet ici, je vais travailler avec des ongles droits. Longueur développée ici, je prends 10 cm. Voilà, je vais appliquer. Non, cliquez d'abord là-bas. C'est bon. Définir dimension, je n'en ai pas besoin. Je vais cliquer sur définir charge. Je clique juste ici. Voilà. La combinaison en est liée là. C'est bon. Je peux fermer déjà. OK. Définir sol. À ce qui concerne maintenant les sols ici, je vais commencer d'abord par la stratification du sol. C'est très important. C'est vrai que la contrainte est connue. Je peux insérer directement la contrainte, mais moi je vais avoir ça puisque, n'oubliez pas, surtout si vous dimensionnez, vous calculez un bâtiment de grande importance, des bâtiments R+3, 4, 5, 6, 7, 10, voilà, dans des gratte-ciel. C'est beaucoup plus important de mettre tous les éléments puisque pour demander l'autorisation des bâtures sous d'autres cieux, on demande exactement donc la note de calcul. OK, là où l'ingénieur a dimensionné. Donc, c'est beaucoup plus important d'insérer tout ça. Alors, là, maintenant, je viens là. Je vais voir maintenant les différentes couches. Première ici, de 0 à 20, de 0 à 20 mètres. Donc, de 0 à 0,20 mètres. Donc, de 0 à 20 cm. Remblai en bris, caillou. Je viens là. C'est que je vais insérer ici. Bon, j'ai remblai à bris, caillou. Je vais d'abord voir un truc, je dois le resserrer. Des préférences ici sont de sable. Ok, remblai à briques cailloux. Voilà, ici, je vais gris altéré, je n'en ai pas besoin. Marqueur calcaire compacté, roche fragmatique. Et voilà, sable, voilà. Et donc, je viens là, je vais catégoriser ça. Attendez, je vais cliquer là, je prends OK. OK. Alors, maintenant, ces niveaux ici, je vais insérer les noms. C'est encore quoi ici, remblai en briques caillou. Et donc, remblai en briques caillou. Je crois que c'est bien écrit. Je vais vérifier ça. Remblai en briques caillou. Voilà. OK, c'est bon. Je viens maintenant ici. Je vais spécifier tout simplement les types. Ça c'est pour les grès, ça c'est pour le marbre, ça c'est pour les roches. Bon. Gravier, donc remblai à briques cailloux. Briques cailloux sont comme des cailloux. Je peux considérer ça comme des roches de type A. OK, comme ce sont des cailloux, je considère ça comme des roches de type A. Voilà. Là maintenant l'épaisseur, je vais définir l'épaisseur. Deuxièmement ici, je prends maintenant le sable. OK, deuxième, je vais voir s'il s'agit de quoi. Sol fin noir. OK, sol fin noir de 0,20 à 80. Bon, là déjà vous avez donc des sables sélectionnés. Sol fin noir.
comme des sables sélectionnés. Pour respecter beaucoup plus la nomenclature, je vais mettre ce que le laboratoire nous a donné ici, sol fin noir, de 0,20 à 0,80. Ok, donc là, ça va, l'épaisseur, ça va de 0, c'est un mètre, donc c'est 0,20. Ok, c'est 0,20. Voilà. Là, maintenant, ça va aller de 0,20 à 0,80. Et puis là, je vais rentrer encore ici. Cette fois-ci, je prends moyen. Sable moyen. Je vais voir encore. Il s'agit de quoi maintenant ici? Sol sablonné, fin greux. Et donc, sol sablonné. Là, sol sablonné, fin grès. Sablonné, fin gris. Voilà. Là, ça va de 2 à 80. Ok, de 2 à 0,80. Voilà. Et après ça, maintenant, nous avons quoi également? Je vais compléter là, compact. Là, maintenant, il y a quoi? Nous avons, donc, au-delà des 2 mètres, il y a sol sableau, argilé, jaune. Sol sableau, argilé, jaune. Attendez, je vais vérifier. Sol sableau, argilé, jaune. Voilà. Je crois la mer, c'est bon. Argilé, jaune. Voilà. Et là, ça va jusqu'à quelle profondeur? Attendez, je vais voir aussi. Ça va de plus de 2 mètres. Plus de 2 mètres. Ok. Ici, ce qui suit là, c'était combien? 0,80 à 2 mètres. 0,80. De 0,80 à 2 mètres. De 0,80 à 2 mètres. Ok? De 0,80 à 2 mètres. 0,80 à 2 mètres. Donc à partir de plus de 2 mètres, voilà, 0,80 à 2 mètres. Attendez, si je prends ici 2 mètres plus, 0,20, 0,80. Je vais corriger d'abord un truc ici. Voilà. 0,80 à 2 mètres. C'est bon. Maintenant, la nappe phréatique ici est de 1,5. Donc, moins 1,50 mètres. OK. Le niveau le plus bas des eaux est de 1,50 aussi. Tout ce que je suis en train d'insérer ici, c'est venir donc de l'étude géotechnique. Donc, si vous vérifiez ici, vous allez voir que j'ai tous les éléments ici. OK. Alors, maintenant, j'applique. Là, c'est bon. Je peux fermer. Je finis avec les sols. Je prends maintenant option géotechnique. L'option géotechnique, je vais prendre la contrainte. Déjà, ce niveau ici, à ce qui concerne la contrainte, je vais voir, j'ai la possibilité de faire la conversion
ok, de la contrainte, mais qu'à cela détienne, regardez comment je vais procéder. Je vais aller rapidement au niveau de la conclusion. Voilà. La profondeur utilisée ici, donc ça va de... Attendez, je vais jeter d'abord un coup d'œil ici. Est-ce que ça a été spécifié? Niveau de fond du fouille. Niveau de fond du fouille ici, c'est 2,5. 2,50 m. Donc je vais descendre jusqu'à 2,50 m. Ok? Au minimum, je prends 2,50 m. Et 2,50 m, donc 2,80 m, puisque il a fallu que je parte jusqu'à 3 mètres, je prends 2,80 m. Ok, je clique sur OK. Donc je vais rentrer maintenant ici, c'est ce que je vais spécifier. Je vais mettre ici également 2,80 m. Voilà, je mets 2,80 m. Voilà. Maintenant, la contrainte admissible ici, la contrainte est donnée en kilogrammes par centimètre carré. Regardez maintenant comment je vais exploiter donc la contrainte de laboratoire. Alors, je vais voir d'abord les profondeurs ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, la conclusion? Au vu des résultats des différents essais réalisés en laboratoire et in situ, nous relevons ce qui suit. La nappe phréatique a été repérée au cours de cette campagne du mois de juin 2023 à 1,50 m. OK? À 1,50 m. Donc, la nappe phréatique et à 1,50 m tel que inséré de l'autre côté. Elle se référant au sondage carotté, les sols en place sur cette parcelle, voilà, et étant sable argilé, grès, jaunâtre à jaune entre 0,80 et 6 mètres. Étant donné la dispersion de points de sondage sur les sites et en fonction des types de fondations de l'ouvrage, nous adoptons, premier point, une contrainte admissible de 0,23 kg par cm², soit 23 kPa, devra être considérée pour les calculs des fondations exécutés à 1,50 m de profondeur. Pour notre cas, ça c'est exclu, puisque la profondeur utilisée ici dépasse les 1,50 m. Deuxième point, une contrainte admissible de 0,32 kg par cm², soit 32 kPa, devra être considérée pour les calculs des fondations et exécutée à 2 mètres de profondeur. Deuxième point aussi, c'est exclu pour notre cas puisque la profondeur dépasse les 2 mètres. Troisième point, une contrainte admissible de 0,60 kg par cm², soit 60 kPa, devra être considérée pour les calculs des fondations exécutée à 2,50 m de profondeur. Pour notre cas également, 2 mètres de profondeur, 2,50 m de profondeur, c'est un cas donc que moi je peux considérer, ok, entre 2 mètres et 3 mètres. Vous voyez, ça c'est 3 mètres et là c'est 2 mètres. Alors, à ce qui me concerne, moi je me dis, normalement je dois descendre jusqu'à 3 mètres. Jusqu'à 3 mètres, mais ça peut arriver que je prenne par exemple 2,80 m. Donc je m'en vais jusqu'à 3 mètres. C'est pour dire que la contrainte que moi je vais utiliser, ça sera cette contrainte. Et donc, une contrainte admissible de 0,70 kg par cm², soit 70 kPa, devra être considérée pour les calculs des fondations exécutés à 3 mètres de profondeur. C'est mon cas dont je suis ici. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord faire une petite modification ici. Là, je prends donc 3 mètres. OK, je vais prendre 3 mètres. Sorry. Voilà, je vais enlever encore ça. Ok, j'enlève même les tout. Je mets que 3, puisque c'est 1 mètre, 3 mètres. Ici également, je vais changer. Niveau des fonds de fouille, je vais mettre cette fois-ci 3 mètres. Voilà. Je suppose que je descends jusqu'à 3 mètres. J'applique. Mais pendant l'exécution, je vais voir si je peux arriver à m'arrêter à 2,80 m. Ok. Maintenant, la contrainte admissible. Regardez très bien ce qui est mentionné ici. On nous dit que la contrainte admissible est de 0,70 kg par cm². Alors,
ou soit 70 kilopascal. Ce que moi, je suis obligé de faire, c'est quoi? Je suis obligé de vérifier d'abord la contrainte que moi j'ai ici. Si cette contrainte est exprimée en quelle unité? Voilà, l'unité de force ici, c'est les kilonewtons. L'unité de longueur, c'est les centimètres carrés. Et donc, c'est la même chose. C'est pour dire que je peux utiliser la même contrainte donnée ici de 0,70. Mais, c'est qu'il faut comprendre que je ne peux pas d'abord utiliser cette contrainte. La vraie contrainte que moi, je suis obligé d'insérer, ça sert à quoi? Je descends pour voir d'abord les avertissements. Avertissement et domaine de validité. Les résultats du présent rapport. Une reconnaissance des sols se fait de manière ponctuelle pour ces sites. Un sondage manuel est à la terrière descendu jusqu'à 5 mètres de profondeur. Et 4 sondages au pénétromètre descendu jusqu'à 6 mètres de profondeur. Sans atteindre de refus. Donc il n'y avait pas de refus. On était réalisé des variations stratigraphiques entre les sondages, tant horizontales que verticales, peuvent exister, bien que les essais exécutés renseignent adéquatement sur la nature et les caractéristiques physiques des sols rencontrés. Ils ne fournissent aucune information sur les conditions qui prévalent ailleurs. Deuxième point. C'est pourquoi toute interprétation ou extrapolation des données en dehors des sondages comporte d'énormes risques. Les conclusions formulées ne doivent en aucun cas être généralisées sans des études plus approfondies. Le troisième point, c'est ce qui est beaucoup plus important pour nous. Ok, je vais d'abord sauter ça. Je prends d'abord le quatrième point. Des éléments nouveaux comme la variation de la teneur en eau du sol, consécutive par exemple, à une remontée de la nappe phréatique, peuvent rendre partiellement ou totalement caduques les conclusions du présent rapport. Le cinquième point, le présent rapport et ses annexes constituent un ensemble indissociable. Nous déclinons toute responsabilité qui déroulerait d'une mauvaise utilisation des résultats présentés dans ces rapports. Voilà, donc ça a été toujours comme ça. Ok, je reviens maintenant au niveau, donc au point 3. Je reviens au point 3. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il faut garder à l'esprit que, par mesure de sécurité, nous adoptons des valeurs qui représentent le 1/20e, le 1/20e des résistances dynamiques trouvées avec les pénétromètres. Ces contraintes admissibles ne concernent pas les couches sous-jacentes non sondées par l'appareil. Cela revient à dire quoi? C'est que le laboratoire nous a présenté ici, en réalité, ce n'est pas la vraie contrainte trouvée sur terrain. Pour trouver la vraie contrainte ici, vous êtes obligé maintenant de faire ceci. Ok? Attendez, je vais prendre la calculatrice. Je vais faire ça ensemble avec vous. Vous allez comprendre à quoi ça ressemble. Calculatrice. Puisque si par contre que je prends la contrainte de 0,70 kg par centimètre carré, je risque d'avoir une semelle chevauchée. Et par contre, la semelle ne sera pas économique. Soit je vais faire recours aux semelles filantes, et puis je vérifie également, et même avec la semelle filante, la semelle ne sera pas toujours économique, puisque la contrainte est tellement faible, et ben ça peut me pousser directement d'aller réaliser un radier général. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? Il faut prendre d'abord cette contrainte. Il faut ressortir d'abord la vraie contrainte trouvée. Donc ça sera les 0,70, ok? Qu'il faut maintenant multiplier par le 1/20e que vous voyez ici, le 1/20e ici. Le 1/20e sera multiplié par 1, ça sera toujours 0,70, que vous allez diviser maintenant
par 20 pour trouver la vraie contrainte. OK? Non, non, qu'est-ce que je dis? C'est-à-dire qu'il faut prendre. Non, non, il faut prendre. C'est-à-dire si vous prenez. Donc ça sera tout simplement donc le 1 multiplié par donc ça dit les 0.70 multiplié par 1 exactement. Voilà. Donc ça sera les 0.70 que je vais multiplier par 20. OK, ça me donne directement une contrainte de 14 kg par centimètre carré. Donc c'est ça la vraie contrainte à une profondeur de 3 mètres. OK? Alors pour raison de sécurité, les laboratoires, maintenant, qu'est-ce que le laboratoire a fait? Ils ont pris seulement les 14 kg par centimètre carré. Ils ont multiplié ça. OK? Ils ont multiplié ça donc par 1. Ça donne toujours 14. Et puis divisé par 20. Pour avoir la contrainte de 0,70 kg par centimètre carré. Donc c'est pour raison de sécurité. Mais la vraie contrainte, donc il faut prendre maintenant les 0,70. Vous multipliez ça par 20. C'est là où vous aurez donc la vraie contrainte de 14 kg par centimètre carré. OK? Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre déjà à ce niveau, maintenant, si par contre que je prends cette contrainte de 0,70, eh bien, la contrainte est tellement faible. Alors, pour raison de sécurité également, si je refuse d'utiliser cette contrainte de 14 kg par centimètre carré, eh bien, ça dépend de moi. Je peux soit prendre ça, je divise ça par 2. OK? Je peux diviser ça soit par 2. Je prends une contrainte de 7 kg par centimètre carré. OK? Donc, c'est pour me mettre aussi en sécurité. Mais la vraie contrainte, en fait, c'est ça. OK? Sauf que eux, ils ont divisé ça par 20 pour être de plus en plus en sécurité. Et moi, je prends ça, je divise ça par 2. Je peux diviser soit par 4, par 3, donc ça dépend. Ça dépend. Donc, si je divise ça par 3, et donc j'aurai une contrainte de 4,66. OK? Et donc, si je divise ça par 2, j'aurai une contrainte de 7. Donc, moi, je vais travailler avec une contrainte de 7 kg par centimètre carré. Donc, je vais rentrer maintenant ici. Je prends une contrainte, donc ça sera de 7 kg par centimètre carré. Et puis, je clique sur OK. Et bien, je vais lancer les calculs. Je vais voir maintenant ce que le logiciel va me proposer. Voilà, patiente. Voilà. Regardez la contrainte utilisée et la section que je viens de trouver. Une section, ça fait 2,10 m. 2,10 m fois 1,60 m. Voilà, avec ça, quand même, c'est bon. OK, puisque mes panneaux aussi sont vraiment espacés. Voilà, je vais rentrer d'abord ici. Je prends, voilà, je vais prendre analyse, paramètres de dessin. Pour avoir plus d'éléments. Voilà, je vais cocher tout ça. Sur OK. Voilà. Puis je lance les calculs. OK. Comprenez qu'ici, je n'ai même pas utilisé la vraie contrainte. Donc, j'ai pris la contrainte de 14 que j'ai divisé par 2. Mais si par contre, je prenais vraiment la vraie contrainte de 14, vous allez voir que la section va encore diminuer. Je prends 14, je clique sur OK. Puis je lance les calculs. Observez, vous allez voir ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà. Vous voyez? Là maintenant, il m'a proposé une contrainte de 1,40 m fois 1,10 m, puisque j'ai utilisé la contrainte de 14. Et avec ça, je me dis, c'est trop proche. Raison pour laquelle j'ai pris la contrainte, je divisé ça par 2. Ok, donc je prends la contrainte de 7. Voilà, contrainte de 7, je clique sur OK. Je lance le calcul. Voilà, là c'est bon. Voilà, donc c'est comme ça que vous serez à mesure d'analyser en fait et d'utiliser correctement la contrainte de laboratoire. À ce niveau, ça dépend des projets. Donc vous pouvez également soit prendre cette contrainte-là des 14, vous divisez ça par 4, par 3, donc ça dépend de vous. OK, soit par 4 ou bien par 3, ça dépend de vous. OK? Mais étant ingénieur, au même moment, lorsque vous divisez, il faut toujours aller vérifier aussi. Et vérifier maintenant l'économie de la semaine que vous avez dimensionnée. Est-ce que c'est une semaine économique? Est-ce qu'il n'y a pas chevauchement? OK?
Par exemple, par rapport à ces cas, pour voir s'il y a chevauchement, c'est juste question de rentrer ici. Ok, donc vous rentrez vraiment dans les projets au niveau de la structure. Voilà, c'est juste question de rentrer au niveau de la structure. À ce niveau, maintenant, vous allez vérifier. Déjà ici, il y a une portée presque, la distance entre les deux, ça faisait, je crois, c'est 2,90 m. Donc, il n'y aura pas chevauchement, puisque si vous prenez 2,90 m divisé par D, ça va me faire une affaire de 1 point quelque chose comme ça. Donc, c'est déjà bon. Ok, c'est déjà bon. Voilà, puisque suivant cette direction, ça fait 2,40 m sur 2,50 m. Divisé par D, ça sera 1,20, 1,20. Donc, ça dépasse ici. Donc, c'est bon. Il n'y aura pas chevauchement. OK? Alors, semelle résultat, vous avez tout ce qu'il faut en termes de la contrainte du sol. Voilà. Semelle, ferraillage de semelle. Si je vais voir les rendis. De ce que je viens de faire, c'est juste question de venir ici. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est ça. Vous voyez, c'est beau à voir. Hein? Donc, c'est comme ça que vous serez à mesure de calculer vos projets. Voilà, semelle sol. Donc, la note de calcul. Je peux voir ça aussi de l'autre côté. Voilà, avec tous les éléments nécessaires, c'est que moi j'ai utilisé. Vous avez la contrainte ANELI calculée et la contrainte ANLS aussi calculée. Voilà, donc voilà ce que je vais vous montrer concernant cette formation. Et donc j'espère que vous avez bien suivi la formation que je viens de mettre à votre disposition tout à l'heure sur les dimensionnements d'une semelle en béton armé avec la contrainte admissible des laboratoires. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube, likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Passez une excellente soirée. Au revoir.